Imaginez, une cellule de prison, juste avant l'aube. Un homme y dort, mais alors d'un sommeil paisible, alors qu'il est condamné à mort. Cet homme, c'est Socrate. Et voilà que son ami arrive pour lui offrir une toute dernière chance de s'échapper. Leur conversation va littéralement marquer l'histoire de la philosophie. Allez, on plonge ensemble dans ce dialogue fascinant. On est donc là, dans cette cellule athénienne. Le soleil n'est pas encore levé. Criton, qui est complètement rongé par l'angoisse, il trouve Socrate endormi. Aucune agitation, aucune peur visible. Non, juste une paix profonde. Comme si sa propre mort, au fond, n'était qu'un détail. Et c'est justement ce contraste qui plante le décor. L'urgence du monde réel face à la sérénité d'un esprit qui a déjà tout compris. Alors, entrons dans le vif du sujet, le plaidoyer de Criton. Et là, il y a un truc super important à comprendre. Pour lui, ce n'est pas un débat philosophique. Pas du tout. C'est un cri du cœur. C'est l'appel désespéré d'un ami qui essaye par tous les moyens de sauver la personne qu'il admire le plus au monde. L'argument de Criton, il est direct, il est pratique. En gros, il lui dit « Socrate, c'est maintenant ou jamais ». Le navire sacré qui retarde ton exécution est sur le point de rentrer. Une fois qu'il sera là, ce sera terminé. L'horloge tourne et chaque seconde qui passe est une seconde de perdue. Et face à ce calme de Socrate, qui est presque déroutant, eh bien, Criton, lui, y déploie tout son arsenal. Il ne se contente pas de supplier, non, il argumente. Il lui présente toute une série de raisons, des raisons très pratiques, très passionnées aussi, pour lui prouver que s'échapper, ce n'est pas juste une option, c'est un devoir. Les arguments de Criton, ils sont vraiment ancrés dans le monde réel. D'abord, l'opinion publique. Que vont dire les gens? Que ses amis ont été des lâches, ou pire, des avares, incapables de le sauver. Ensuite, la logistique. L'argent, il est là. Les gardes, ils sont corruptibles. Un refuge s'est déjà trouvé. Et enfin, l'argument massu, le plus personnel, le plus puissant, son devoir envers ses enfants. Les abandonner, voilà quelle serait la véritable injustice. Et Socrate, pendant ce temps, il écoute, patiemment. Puis, avec une seule question, une seule, il va retourner complètement l'échiquier. Il ne répond pas sur le terrain de Criton. Non, il change les règles du jeu. On passe de comment survivre à comment vivre de manière juste. C'est ça le coup de maître socratique. Et la voilà, cette fameuse question. Est-ce qu'on doit se préoccuper de ce que pense la majorité ou de ce qui est juste, vraiment juste, en soi? Et paf, en une seule phrase, tous les arguments de Criton, l'argent, la réputation, même la famille, tout ça devient secondaire. La seule chose qui compte maintenant, c'est la justice. Le problème vient d'être totalement redéfini. À partir de ce moment-là, Socrate se met à construire sa propre forteresse logique, brique par brique, en s'appuyant sur les fondations de toute sa vie de philosophe. Pour lui, c'est clair et net. La question n'est pas de choisir entre la vie et la mort. Le vrai choix, c'est entre une vie juste et une vie injuste. Et voilà le cœur de son raisonnement. Vivre, ça n'a aucune valeur si ce n'est pas pour vivre justement. Il utilise une analogie hyper puissante. Commettre une injustice, c'est comme laisser une maladie ronger son âme. Personne ne laisserait son corps dépérir volontairement, non? Alors pourquoi laisserait-on son âme, qui est la partie la plus importante de soi, se corrompre? Face à ça, l'opinion de la foule, franchement, elle ne pèse plus bien lourd. Et ça nous amène à son principe de base, un principe inébranlable. On ne doit jamais, au grand jamais, répondre à l'injustice par l'injustice. Même s'il est convaincu que le verdict contre lui est une erreur, s'enfuir serait sa propre injustice. Ce ne serait pas juste fuir une sentence, ce serait commettre une trahison. Il ne ferait qu'ajouter du mal au mal. Et c'est là que le dialogue prend une tournure absolument extraordinaire. Pour donner un poids presque divin à son argument, Socrate fait un truc de génie. Il va donner la parole aux lois d'Athènes. Il imagine ce que la cité elle-même lui dirait, là, maintenant, s'il songeait à la trahir. D'abord, les lois lui parlent comme des parents. Elles lui rappellent « Dis donc Socrate, ce n'est pas un peu grâce à nous que tu as été conçu, nourri, éduqué ?» Elles posent une hiérarchie très claire, il n'est pas leur égal, il est leur enfant, et un enfant, ça doit le respect et l'obéissance. C'est l'idée du contrat social, mais expliquée de manière saisissante. Les lois lui disent « Tu as vécu toute ta vie ici, tu n'as jamais décidé de partir. Par tes actions, par ta simple présence, tu as signé une sorte d'accord tacite avec nous. Il a profité de tous les avantages du système, de sa protection, il doit maintenant en accepter les conséquences, même si elles sont terribles. » Et là, les lois lui posent l'ultimatum, le choix fondamental de tout citoyen en fait. Soit tu nous persuades qu'on a tort, par le débat, par la raison, c'est la voie démocratique, soit si tu échoues, tu obéis. S'enfuir, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas persuader, ce n'est pas obéir, c'est juste détruire le système. C'est une trahison, pure et simple. Et face à cet argument, plus un mot. Criton est réduit au silence. L'argument a fait mouche. Il comprend enfin que le débat a changé de dimension.
Il ne s'agit plus de sauver le corps de Socrate. Non. Il s'agit de préserver l'âme d'une vie entière, une vie dédiée à la recherche de la vérité. Et face à ça, qu'est-ce qu'on peut bien répondre? On arrive donc à la conclusion inévitable de ce dialogue, à cette décision finale qui va forger pour toujours la légende de Socrate. Au final, le choix de Socrate se résume à une équation, simple mais absolument terrible. D'un côté, s'échapper. Il sauve son corps, oui, mais il anéantit son âme en trahissant tout en quoi il a toujours cru. De l'autre côté, rester. Son corps est sacrifié, c'est vrai, mais son âme, son intégrité, elle, reste intacte. Pour un homme comme Socrate, il n'y a, en fait, pas vraiment de choix. La conversation est terminée. Criton quitte la cellule, le cœur lourd, mais l'esprit convaincu. Socrate, lui, reste seul, serein. Il vient de transformer sa prison en salle de classe et sa propre mort en sa dernière et sa plus grande leçon de philosophie. Sa vie et sa mort ne font plus qu'un. Et ce dialogue nous laisse avec cette question. Une question qui résonne encore avec une force incroyable aujourd'hui. Quelle est notre dette envers l'État? Et que fait-on face à une loi qu'on estime profondément injuste? On obéit? On se rebelle? On tente de la changer? Le dilemme de Socrate, finalement, c'est un peu devenu le nôtre.